Nous avions une réunion du comité exécutif qui appelait à l'ordre du jour différents points qu'il a un peu passé en revue. Et sur les points importants, donc je pense que je ne reviendrai pas sur le premier point qui concernait la ratification de la décision du comité d'urgence sur les questions de montée et de descente à tous les niveaux des différents championnats suite à la décision du TAS. Donc c'est une décision qui avait été immédiatement applicable après la décision du comité d'urgence. Mais nos textes nous font obligation, bien entendu, de faire ratifier à la plus prochaine réunion du comité exécutif. Et cela a été fait à l'unanimité des membres après des débats pour mieux comprendre les enjeux et après avoir pris les avis des uns et des autres par rapport à cette situation créée par la décision du tribunal arbitral du sport, décision que nous avons reçue tous, que nous avons déplorée, mais pour laquelle nous n'avons pas encore les tenants et aboutissants, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore la décision motivée, la décision intégrale du tribunal arbitral du sport. Mais en l'état, il faut retenir que le comité exécutif aujourd'hui a validé les schémas de montée et de descente tels qu'ils étaient arrêtés par le comité d'urgence. Et pour nous autres, je pense que pour cette saison, on peut aller de l'avant en retenant que ça a été fait suffisamment tôt. C'est pour ça qu'on a fait intervenir le comité d'urgence pour donner une égale chance sur le terrain à toutes les équipes pour pouvoir faire prévaloir leur mérite sportif pour pouvoir se maintenir ou gagner des titres ou monter en première division. Donc je pense que c'était mieux de le faire il y a de cela quelques semaines que maintenant, vu les conséquences que ça aurait pu avoir si on avait attendu jusqu'à maintenant ou un peu plus tard. En ce qui concerne le deuxième point, c'était le point d'évocation suite à la décision donc, numéro 2 de la commission de recours de la FSF en date du 9 février 2018. Je pense que cette question a agité le landerneau sportif ces derniers jours et je pense le landerneau médiatique aussi relativement à cette décision de la commission de recours qui, il faut le savoir, a eu à statuer sur l'appel qui a été interjeté par la structure appelée Diapo contre la décision de la Chambre de résolution des litiges de la Fédération sénégalaise de football, décision par laquelle, après avoir statué sur les conditions de rupture, cette Chambre-là avait décidé que ce serait l'association qui continuerait donc à jouer en championnat avec l'équipe qu'elle avait engagée. Donc conformément aussi, je pense à la lecture, en tout cas quand on avait eu la Ligue professionnelle par rapport aux règles qui nous régissent, notamment l'article 20 des règlements généraux. Le pourquoi de cette évocation, c'est simple. Nous avons, comme tous les autres, reçu une notification de cette décision. Mais ce qui nous a un peu paru surprenant, c'est que nous-mêmes fédéraux, on n'était pas au courant que cette affaire était en train d'être instruite, encore moins d'être jugée. Et quand nous avons eu l'information, nous nous sommes enquis des conditions dans lesquelles cette décision a été prise. Il faut savoir que depuis plus de 8 ans que ces commissions sont en place, elles ont toujours été stables parce que nous avons pensé qu'il fallait non seulement les conforter, les capacités pour qu'elles puissent rendre les décisions que le football attend d'elles, mais surtout, nous avons pensé qu'il fallait respecter un principe sacro-saint qui veut que nos commissions juridictionnelles, juste d'une certaine indépendance, qui leur permettent de mener à bien leur travail en toute impartialité vis-à-vis des acteurs du football.
d'aucuns d'ailleurs ont remarqué que beaucoup de ces membres-là ne sont même pas des personnes qui gravitent autour du football parce qu'on a voulu s'entourer de garanties à ce niveau-là. Mais bien entendu, indépendance, oui, mais la limite c'est que cette indépendance ne saurait aller à un point où on peut faire fi de nos textes, c'est-à-dire c'est une indépendance dans l'application des textes pour lesquels ils ont été cooptés pour diriger ces commissions ou bien pour en être membre. Et sur ce dossier-là, après examen de la décision et même des péripéties qui ont amené cette décision, nous avons eu à relever un certain nombre de points qui nous ont paru justifier cette procédure que nous avons décidé d'enclencher, qui était donc une procédure consistant à, bien entendu, évoquer en comité exécutif cette affaire pour rendre la décision qui convient. Il est à préciser que ce pouvoir d'évocation, ce sont nos textes, nos statuts et règlements qui le confèrent à la fédération, qui disent qu'en clair, d'abord le règlement intérieur, que le comité exécutif peut se saisir de toute décision rendue en matière non disciplinaire. Je répète ici, le domaine qui est concerné, ce domaine-là exclut le disciplinaire. Et vous le savez bien, dans ce cas-là, le fond du problème, personne ne l'ignore maintenant dans ce pays-là, à la base, c'est une convention, un protocole d'accord signé entre Guédiawaye Football Association et Diapo SA, donc qui est une société qui appartient à M. Djamil Faye. Il faut savoir aussi que ce protocole, pendant des années, était un protocole occulte, parce que figurait dans la clause du contrat des dispositions selon lesquelles cette convention devait être confidentielle et ne devait être connue que par, en tout cas, les deux protagonistes du contrat. Et je pense que le premier manquement qui a été relevé, c'est à ce niveau-là, puisque nos règlements généraux prévoient justement que, d'abord, pour aller vers le professionnalisme, c'est l'association qui doit, en son sein, je dis bien en son sein, créer une société. Ce n'est pas une tierce personne qui vient créer, c'est l'association créée. Après, quand elle crée une société, généralement, elle contrôle la majorité des parts, mais elle peut céder à des tiers des parts, mais c'est l'association qui est le support de cette société-là. Le deuxième point aussi, c'est que cette convention doit être soumise par l'association et à la Fédé et à la Ligue professionnelle pour validation et homologation. Cette étape-là n'a jamais été réalisée. Donc ça, c'est le premier manquement. De sorte que tant que les deux parties étaient en parfaite entente, il n'y a pas eu de problème. Ils ont commencé à jouer. Il y a eu des mandats qui ont été donnés par l'association aux représentants de Diapo pour qu'ils puissent les représenter à certains niveaux, tout en gardant la main sur la représentation aux assemblées générales. Et dans cette affaire, il faut savoir aussi que ce ne sont pas les premières décisions qui sont rendues dans ce litige-là. Dès 2013, si vous en avez été témoin d'ailleurs, il y a eu des décisions qui ont été rendues par la commission électorale qui tranchait pour moi définitivement cette question. Et je vais y revenir parce que il faut savoir que parmi les membres de cette commission électorale, il y avait le même président de la commission actuelle de la commission recours qui, en ce moment-là, avait donné gain de cause à l'association pour dire que à l'AG, c'était bien l'association qui devait être représentée conformément à l'interprétation uniforme que nous en avions, nous, fédération et eux, par rapport à la représentativité au sein de nos instances fédérales. Donc, ces décisions-là sont devenues définitives, soit parce qu'elles n'ont pas été attaquées, ou bien quand elles ont été attaquées, elles ont été confirmées et sont devenues définitives et inattaquables.
rien n'a changé sous les tropiques, que des décisions qui sont devenues puissent changer, alors que c'est les mêmes protagonistes et le même juge qui tranche cette question. Donc ça, c'est la première interrogation qu'il faut mettre en exergue. La deuxième chose aussi, il faut savoir qu'à un moment donné, quand Diapo s'est vu notifié par la Ligue professionnelle sur la base d'une lettre de la fédération, nous n'avons pas, et je tiens ici à préciser que la fédération n'a jamais rendu une décision formelle sur un litige entre Diapo SA et Guédiawaye Association. Nous avons toujours été constants en réunion, dans les assemblées générales. On a toujours dit qu'en l'état de nos textes, quels que soient les montants qui auraient pu être investis par un tiers dans le football sénégalais, et même dans les autres pays d'ailleurs, l'entité de base qui est reconnue par la fédération, c'est l'association qu'on appelle communément le club, qui est une association, loi 1901, avec un récépissé. Aujourd'hui, quand vous regardez les papiers en tête des deux Guédiawaye, on voit que l'entité association a un numéro de récépissé sur son en-tête, mais quand c'est Diapo qui utilise un papier en tête GFC, on voit d'abord que la signature et le cachet, c'est le cachet Diapo, mais il n'y a nulle part où c'est mentionné récépissé. Donc, c'est clair à ce niveau-là. Donc, en ce qui nous concerne, et d'après l'analyse que le comité existant en a fait, nous ne pouvions pas dévier de ces règles-là. À partir de là, une fois que la décision de la Chambre a été rendue, M. Djamil Faye, d'abord, avant même que la décision ait été rendue, M. Djamil Faye, dès qu'on a sorti une correspondance adressée à la Ligue qui nous avait interpellés pour savoir lequel des deux engagements entre Diapo et l'association était pris en compte par la fédération a traité la question en étant cohérent et constant dans sa position, en disant que nous, au jour d'aujourd'hui, en l'état de nos textes, on ne connaît que l'association et donc on ne peut pas prendre l'engagement d'une société tierce au football dont l'activité et l'objet social n'est pas de pratiquer le football. Donc, et cela, c'est clair, et on a invoqué les dispositions de l'article 20 auquel on invite du règlement généraux. Sur cette base-là, la Ligue a décidé que dans ce cas-là, elle ne pouvait pas outrepasser en tout cas les prérogatives de la fédération et a décidé donc d'intégrer le Guédiawaye FC Pro qui était l'émanation de l'association. Donc, à notre grande surprise, Djamil attaque sur plusieurs fronts. Hein. Il a déposé un recours auprès de la Ligue professionnelle. Donc, il a déposé un recours auprès de la Chambre de résolution. Il faut savoir que la Chambre ne s'est pas auto-saisie. C'est Djamil qui les a saisis, donc Diapo. Et troisièmement, il a saisi la commission de recours. Et la commission de recours rend une décision pour dire de toutes les saisines, la seule qui est valable, en tout cas, c'est la Chambre de résolution de litige, où, en tout cas, elle est exclue de toute compétence parce que, en la matière, dans le domaine où on est dans un domaine contractuel, elle ne peut pas traiter de cela. D'abord parce que on n'est pas dans le domaine disciplinaire. Deuxièmement, parce que on est non pas en première instance, mais on n'est pas en appel, mais on est en première instance. Parce qu'il faut savoir que la commission de recours statue au titre du deuxième degré de juridiction, du double degré de juridiction, en appel sur ces cas-là. Donc, et sur cette base-là, les autres procédures ont été arrêtées. Et donc, la procédure a continué au niveau de la Chambre, qui a eu à tenir plusieurs audiences de manière contradictoire, où les parties sont venues, se sont présentées, ont échangé leurs écritures, ont même plaidé devant cette commission. Il y a eu des suspensions pour qu'elle puisse négocier. Et en définitive, une décision a été rendue, qui, à la limite, comme on dit, était mi-figue, mi-raisin pour les deux parties. Parce que, d'une part, elle mettait la faute, en tout cas la responsabilité de la rupture sur l'association, en estimant que les formes n'étaient pas respectées. Mais en ce qui concerne l'aspect, je pense qu'à ce niveau-là, c'est ça qui intéressait peut-être plus les parties, l'aspect sportif, elle a tranché
Parce qu'à partir du moment où on a constaté qu'il y a rupture, ce qui se passe, c'est qu'on est obligé de revenir au texte. Et nos textes, nos statuts et règlements, c'est comme la Constitution. Celui qui veut les changer, il va faire ce qu'on appelle l'Assemblée nationale pour les changer. Que ce soit nos lois, nos constitutions au niveau étatique, on ne peut pas se réveiller comme ça, même si on est juge, en disant que la loi dit ça, ça ne me convient pas, je la change. Donc de sorte que, pour rester cohérent avec lui-même, cette chambre des résolutions a dit, OK, il y a eu rupture. Si la personne qui a été lésée veut faire une procédure ailleurs pour demander des dommages et intérêts, elle peut le faire. Mais elle a pris le soin aussi, cette chambre, d'après la décision telle qu'on l'a reçue intégralement il y a 2 jours ou 3 jours. Donc elle a pris le soin de poser à l'autre partie la question de savoir est-ce qu'elle demandait à être, elle sollicitait une réparation. Et d'après nous, on n'était pas à l'audience, d'après en tout cas les membres de cette chambre, il a été noté, en tout cas dans les minutes de cette audience, que Djamil Faye, pour le compte de Diapo, a dit qu'il ne demandait pas de dommages et intérêts. À partir de là, ce qui restait, c'était trancher le volet sportif. Et le volet sportif, il ne peut pas être tranché en dehors des textes qui régissent le football. Et ces textes-là, jusqu'à, je vais utiliser une expression consacrée maintenant, jusqu'à l'extraction du soleil, tant que ce sont ces textes-là qui sont valables, on n'y peut rien. Augustin Senghor n'y peut rien, les chambres n'y peuvent rien, ils sont obligés de les appliquer tels qu'ils sont définis. Ferait-on autre chose qu'on serait en faute, en violation par rapport à ces textes-là? Et c'est pour ça que la Chambre a dit, dans ce cas-là, on est obligé d'appliquer l'article 20, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, tout en disant, reconnaissant, le fait que Diapo a investi de l'argent à un moment donné, et que effectivement, nos textes ne permettaient pas à cet investisseur-là de se substituer de facto aux vrais propriétaires d'un club de football que sont les associés au sens associatif du terme. Donc c'est ça aujourd'hui qui a été la substance de la décision. Quand la décision a été notifiée, uniquement les conclusions, c'est-à-dire le dispositif, la partie décisionnelle, a été délivrée parce qu'il y avait urgence, il y avait une suspension de la participation des 2 GFC, entre guillemets, en attendant la décision. Il y avait urgence et la Chambre a voulu aller par célérité et a donc notifié un dispositif pour permettre à la partie qui avait eu gain de cause sur le plan sportif de continuer sa procédure. Après, on est aujourd'hui dans un ordonnancement juridique qui est le nôtre, qui est le football. On a mis en place une charpente juridictionnelle assez claire depuis 2009. Sous cette charpente juridictionnelle, la seule instance qui n'est pas à ce jour été installée, c'est le tribunal arbitral national que nos statuts prévoient, que nos règlements généraux prévoient. C'est le seul élément manquant dans le dispositif décisionnel au Sénégal. Parce que et c'est là, c'est important, cette chambre de résolution, ces décisions ne sont attaquables en appel que soit devant cette commission, si elle est créée, ou à défaut, devant le tribunal arbitral du sport. Et je veux aller dans les détails, parce que c'est important, parce qu'on a beaucoup entendu. Quand, en notre absence, le secrétaire général et moi, on apprend par voie de presse de la bouche d'une partie que l'affaire va être jugée à telle date, on ne pouvait même pas le croire, parce qu'on disait, bon, les parties ne peuvent pas être en courant sans que nous, on soit au courant. Mais par mesure de présidence, le président de la Chambre nous interpelle, de la Chambre de résolution un jeudi, en disant attention, parce qu'on a l'impression que la commission de recours se saisit d'une affaire alors qu'elle n'est pas compétente pour statuer. Parce que c'est l'article 34 des règlements de la Chambre de résolution qui prévoit que c'est soit l'instance nationale d'arbitrage, le tribunal arbitral national, ou bien le TAS qui sont exclusivement compétents. Sans compter que tous les textes autres que nous avons dans l'ordonnancement juridique de notre football ne prévoit la compétence des commissions disciplinaires et des commissions de recours en matière disciplinaire que dans le domaine spécifique du disciplinaire. Sans plus, on s'en arrête là, ils ne peuvent pas aller au-delà de leurs compétences. Et partant de là, quand le président de la Chambre nous saisit, nous on était à l'extérieur, j'ai instruit mon secrétaire général, parce que ça aussi nos textes le prévoient. Quand il y a des conflits de compétences,
nos textes prévoient la possibilité pour les différentes juridictions de se retrouver pour harmoniser. Quand vous allez dans notre code d'éthique, vous le verrez. Quand vous allez aussi dans notre code disciplinaire, vous verrez que ça c'est bien possible. Et les textes prévoient que c'est sous le contrôle du comité exécutif. Parce que le souci d'harmonisation, c'est d'éviter des décisions concurrentes entre deux commissions qui se disent compétentes dans le même domaine. Et quand nous avons saisi le président de cette commission-là, il a marqué son accord par email pour dire qu'effectivement, le président de la commission de recours, qu'il était prêt à ce qu'on organise cette réunion d'harmonisation à notre tour. À notre grande surprise, le vendredi dernier, alors que cette réunion n'a pas encore eu lieu et qu'on venait de revenir de l'Assemblée générale de la CAF, on nous apprend qu'une décision est rendue. Apparemment, de tout le Sénégal, même nous qui sommes dans le football, il n'y avait que l'une des parties qui était au courant qu'on avait délibéré et qu'on allait rendre cette décision-là ce jour-là. Mieux encore, on apprend que cette même commission a reçu et entendu une des parties avec son avocat sans informer l'autre partie ni la recevoir dans le souci du principe du contradictoire. Parce qu'en matière, ce n'est pas seulement dans le football, en matière de procès, il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire qui veut dire que quand deux personnes sont en train de se disputer quelque chose, chaque partie doit être entendue par le juge ou par l'arbitre qui, en connaissance de cause et dans le souci d'une égalité entre les parties, rend une décision en pleine connaissance de cause et dans le sens de l'équité. Donc, il n'y a pas eu de convocation, le secrétaire général n'a pas été informé, l'autre partie n'a pas été entendue. Il y a un problème manifeste de compétence, ça faisait beaucoup. Donc, et en ce moment-là, nous, quand on a été saisis, on a échangé avec le président de la commission pour lui dire, bon, mais sur quelle base cette décision a été rendue? Il y a un autre élément, un autre facteur qui entre en ligne de compte. Nos textes disent que, en matière de décision de la Chambre de résolution, cette Chambre peut prendre une décision en urgence en donnant uniquement le dispositif. Après, elle peut ultérieurement donner l'intégralité de la décision, c'est-à-dire la décision motivée. Parce qu'une décision en justice, et même dans les procès privés, c'est-à-dire dans la justice privée, elle ne vaut que par ses motivations. Elle ne vaut pas uniquement par son dispositif qui dit je pense que c'est celui qui a tort, c'est l'autre qui... Mais c'est comment le juge, par quel cheminement de motivation, le juge, en tout cas, peut arriver à dire c'est un tel qui a raison et c'est un tel qui a tort. Et tant que cette décision-là, intégrale, n'est pas disponible, on ne peut pas trancher l'appel. Même quand vous allez dans les juridictions de droit commun, quand il y a un appel, sans la production de la décision intégrale frappée d'appel, il n'y a jamais de jugement de l'appel. Même s'il faut renvoyer 1 an ou mettre dans le rôle d'attente, le tribunal, la cour attend jusqu'à ce que ça soit disponible pour pouvoir rendre une décision motivée. Parce que c'est vrai que c'est une partie qui fait appel contre une autre partie, mais cette partie-là fait appel contre une décision. Donc quand on décide de censurer la décision inférieure, il faut en tenir les motivations. Et c'est ça aujourd'hui qui nous pose encore un autre problème, parce qu'au moment où la commission de recours tranche cette affaire, où je le rappelle, elle n'était pas compétente, elle ne détenait pas entre ses mains cette décision frappée d'appel dans son intégralité. Et quand on a interrogé, ils nous ont dit, est-ce que vous avez demandé à la Chambre de vous produire la décision? Ils ont dit non. Est-ce que vous avez demandé au secrétaire général de demander à la Chambre de produire? Non. On leur dit, mais sur quelle base vous avez pu trancher cette affaire-là? Donc, on n'a jamais eu de question à ce jour. De sorte qu'aujourd'hui, c'est seulement il y a quelques jours que la Chambre a sorti sa décision motivée, qui a l'avantage pour celui qui l'a lu de se rendre compte que dans le détail, on comprend maintenant ce qui s'est passé depuis la chronologie des faits dans les premières années, en 2011, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Parce qu'il y a des détails que les gens ne maîtrisaient pas. Beaucoup de personnes sont intervenues sur cette affaire sans connaître les tenants et aboutissants. Le mariage, comme l'a dit le président Khan, a commencé à poser problème à partir de 1993, à 2 niveaux. Un, au niveau de l'actionnariat,
2013. À 2013, autant pour moi. Au niveau parce que Djamil a voulu créer une nouvelle société dans laquelle elle ne voulait céder que 5% à l'association qui était quand même l'association mère du club qui est Guédiawaye Football Club, qui est un club traditionnel. Deuxièmement aussi, à un moment donné, il y a eu un problème de représentation à l'Assemblée générale, comme je l'ai dit, avec les élections. Donc chacun des deux camps prétendant que c'est lui qui était habilité à représenter l'association. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses se sont dégradées. Donc aujourd'hui, nous avons discuté de long en large de toutes ces questions. Et on s'est rendu compte que la décision qui a été rendue par donc la commission de recours posait énormément de problèmes en droit qui sont aujourd'hui des violations à nos yeux de nos statuts, de nos règlements généraux et de nos règlements spécifiques que sont le règlement sur la chambre de résolution des litiges, mais aussi le propre règlement qui assoit eux-mêmes leur existence et leurs compétences, c'est-à-dire le code disciplinaire. Face à cette situation et face aussi au fait que nous sommes aujourd'hui, nous, fédération, les garants de la bonne application de ces dispositions que je viens d'énumérer, nous avons dit que nous allons consulter le comité exécutif, ce qui a été fait d'abord par 5 membres du comité exécutif, parce que les textes prévoient que dans ce cas-là, il faut que 5 membres saisissent par écrit le comité exécutif. Mais le comité exécutif ne s'en est pas arrêté là. Il a décidé aussi de s'autosaisir, parce que les manquements à nos yeux étaient tellement nombreux que sur ce cas-là, on ne peut pas laisser passer, sinon on va laisser la voie donc, à beaucoup d'instabilité. Et si chaque commission, compétente ou pas, décide de s'autosaisir de certains cas et de prendre des décisions sans respecter les normes procédurales et les règles de compétence, on ne sait pas où le football va aller. À chaque fois, en milieu de saison, quelqu'un peut se réveiller et dire « Moi, je suis compétent, je décide que l'équipe de Kaffrine n'est plus gérée par telle association, c'est géré par telle association, et les envoyer. » Et je ne reviendrai même pas sur le fond de la décision, parce que rien que les aspects procéduraux et de compétences suffisent pour nous à statuer. Mais on a eu quelques incongruités aussi que tout le monde a constatées dans la décision, qui invalide le fait que, à partir du moment où la décision décide d'annuler la lettre de la fédération du 23 novembre, qui avait dit qu'elle ne connaissait que l'association, et dit que l'engagement de l'association n'était plus valable, comment on peut, par quel biais, on peut arriver, en tout cas par quel raccordement juridique, en termes de raisonnement, on peut arriver à dire que les matchs joués par l'ancienne association, l'ancienne équipe sous l'égide de l'association, sont supportés par l'autre équipe, entité qui vient de naître. Qui vient de naître parce que pour nous autres, Diapo Entertainment n'est pas une équipe de football, n'est pas un club affilié à la Fédération sénégalaise de football, et donc à ce titre-là ne peut participer à aucune compétition au niveau national. Je ne parle même pas de la ligue professionnelle. Même s'ils voulaient jouer en amateur, ils ne peuvent pas. Donc c'est clair, c'est net. Et pourtant on dit non, on leur donne le droit de jouer. Mais les matchs qui sont déjà joués par Guédiawaye, qui sont peut-être au nombre d'une dizaine, vous allez les prendre à votre compte. Donc ça aussi, c'est quand même extraordinaire. On a dit, mais il y a un problème. Soit disant qu'on voulait régler le problème, en tout cas on voulait arranger la fédération en quelque sorte pour éviter que le nouveau Guédiawaye qu'on vient de créer par une décision judiciaire, parce que nous on a nos statuts, nos règlements qui définissent comment on crée un club, qu'on vient de créer, allait pouvoir se rattraper en jouant simplement les matchs restants, sans jouer les autres matchs, et en prenant les points et les matchs de l'autre Guédiawaye qui n'a jamais existé. Quelque chose qui est réputé n'avoir jamais existé, ne peut pas jouer un match de football, ne peut pas accorder des points, ni en perdre.
Ça veut dire qu'on efface tout ce qui s'est passé. Donc il y a énormément de cas qu'il faut analyser dans cette affaire qui font que nous n'avions pas d'autre choix aujourd'hui, et je peux le dire maintenant, que de revenir sur cette décision par le biais de l'évocation. L'évocation, c'est un droit, comme je l'ai dit, qui est reconnu par nos textes, sauf en matière disciplinaire. Et nous sommes basés sur ça pour constater les manquements et décider que la décision de la commission de recours telle qu'elle a été rendue n'est pas valable, de sorte que nous avons décidé donc de recevoir l'évocation, décider donc de l'invalider en l'infirmant et de la réformer pour remettre les parties en l'état antérieur à la décision de la commission de recours. Les parties et la cause, parce que c'est important. Quid maintenant de cette procédure? Nous avons estimé que pour préserver les intérêts de toutes les parties, les remettre en l'état antérieur à la décision qui a été rendue, c'est les mettre face à leurs propres responsabilités. Ce n'est pas à nous de faire la procédure à la place de Guédiawaye Association, ce n'est pas à nous de faire la procédure à la place de Diapo. Ils ont des conseils qui savent quelle voie suivre. Ils savent aujourd'hui que, en tout cas, au regard de nos textes, c'est le TAS qui est la juridiction compétente pour statuer en appel contre la décision de la Chambre de résolution. Étant entendu qu'il y a cet avantage qu'aujourd'hui que les intérêts des deux parties sont préservés, parce que du fait que la Chambre n'a délivré sa décision intégrale qu'il y a 3 jours, donc je pense que c'était vendredi dernier, donc de facto, le délai pour pouvoir saisir le TAS est encore ouvert et va courir pendant 21 jours depuis la délivrance, la notification. Donc la notification est survenue le 16 février de ce jour. À compter de cette date-là, ils ont 21 jours pour saisir le tribunal arbitral du sport. Chacune des parties peut avoir des griefs contre cette décision de la Chambre, mais encore faut-il qu'il l'attaque là où il devrait l'attaquer. Et nous avons considéré que aujourd'hui, c'est cette décision-là qu'il fallait prendre dans l'intérêt du football sénégalais et dans le respect strict de nos statuts et de nos règlements. Voilà en quelque sorte résumé la teneur de nos échanges pour ce qui concerne cette affaire-là. Nous avons aussi décidé, quelque part, pour éviter la répétition de ces cas, de veiller encore davantage, et en tout cas avec la Ligue professionnelle, nous y veillerons, pour qu'il y ait un renforcement du contrôle de la situation légale de nos clubs. Parce qu'à l'origine, effectivement, ça fait quelques années de cela, si la Ligue professionnelle avait requis le contrat préalable, jamais ce contrat n'aurait été homologué pour que Guédiawaye FC puisse jouer tel qu'ils l'ont fait sur la base du contrat, du protocole d'accord entre Diapo et donc l'équipe de Guédiawaye Association. Étant entendu qu'il y a eu d'autres problèmes sur lesquels je ne vais pas me prononcer, nous ne sommes pas des juges, nous sommes une instance exécutive et nous avons un pouvoir exécutif qui nous permet, quand nous constatons des manquements, de les corriger. Et c'est ce prérogative de correction qui nous amène à nous arrêter à cela, c'est-à-dire constater qu'une bonne décision n'a pas été rendue, remettre les choses en l'état et demander aux partis à se pourvoir ainsi qu'ils aviseront, c'est-à-dire qu'ils se rendent devant la juridiction compétente en appel. Si, dans quelque temps, le TAS rend une décision et qu'elle est favorable à Guédiawaye Association, nous l'appliquerons. Si elle rend une décision qui est favorable à Diapo, nous l'appliquerons. Mais en l'état, la seule décision qui aujourd'hui est applicable ici au Sénégal, c'est bien la décision de la Chambre de résolution des litiges. Donc voilà, donc sur ce dossier-là, ce que je voulais vous dire. Bien entendu, en ce qui concerne la séance, nous avons eu à continuer sur d'autres points qui devaient être examinés aujourd'hui. Et cela concernait, donc Ablaye en a parlé, la préparation de l'Assemblée générale.
Donc, je n'y reviens pas. On a fixé la date de l'Assemblée générale, qui est le 14 avril. Donc, nous y reviendrons lors de nos prochaines réunions en vue de sa préparation, parce que c'est devenu une Assemblée générale qu'on doit tenir obligatoirement, en tout cas dans les premiers 6 mois de l'année, pour nous conformer aux nouvelles exigences de la FIFA. Le dernier point qui a été examiné, c'est bien entendu les questions liées aux primes et subventions financières versées par la fédération. Et nous avons eu à libérer actuellement un montant, depuis l'année dernière, un montant total de 479 682 000, qui représente des subventions. D'abord, une première subvention à l'ensemble des clubs sénégalais l'année dernière, pour un montant total de 99 650 000. Certains clubs, à la dernière Assemblée générale, nous avaient posé le problème de recevoir les subventions en début de saison, parce qu'ils estimaient que quand ils recevaient ces subventions en fin de saison, ils sont déjà très fatigués et ça n'avait pas l'effet escompté qui est de les accompagner dans le championnat. Et cette année, comme on est dans une année de Coupe du Monde, la fédération a décidé de faire des efforts sur elle-même, non seulement pour donner les subventions en début d'année, en début de saison, mais aussi en les multipliant presque par 2, puisqu'on est passé d'un montant global de 99 millions de subventions à 166 800 000, répartis comme suit. Les clubs de Ligue 1, de Ligue 2 et de National 1 amateur reçoivent 1 million. Les clubs féminins et les clubs de National 2 reçoivent 500 000. Les clubs régionaux reçoivent 400 000. Étant précisé que ces équipes reçoivent moins parce que, en règle générale, leurs compétitions sont totalement prises en charge par la fédération, ou en tout cas prises en charge aux 2/3 en termes de transport, en termes de frais d'organisation et de frais d'arbitrage par la Fédération sénégalaise de football. Et nous avons aussi eu à donner des subventions à ce que nous appelons les groupements associés, donc toujours dans le cadre de cette politique que nous menons en vue d'aller vers la Coupe du Monde. L'IASU a reçu 1 million, l'ONCAV a reçu 3 millions, le Sport Travail recevra aussi 1 million, auquel viennent s'ajouter les subventions aux ligues, 27 500 000. C'est une première subvention de démarrage. Les clubs africains aussi de cette année, qui ont reçu pour la phase aller 2 500 000 et qui ont reçu pour la phase retour qui se jouera mercredi. Chacune de ces équipes a reçu 1 500 000 en complément des 2 500 000, ce qui fait 4 millions par équipe pour les accompagner. Et bien entendu, à chaque fois qu'ils passeront un tour, la fédération les accompagnera comme jamais. Parce qu'il faut le dire aussi, il faut savoir que à l'origine, la fédération n'avait jamais accompagné financièrement les équipes qualifiées en Coupe d'Afrique. Et il ne tient qu'à ces clubs-là d'aller loin pour continuer à bénéficier de subventions plus importantes. Et en tout cas, le plus grand mal qu'on peut leur souhaiter, nous autres, c'est qu'ils aillent très loin, qu'ils passent d'abord le cap de ces 2 tours. C'est encore possible et nous y croyons. Et aussi qu'ils puissent continuer à aller avec l'accompagnement de la fédération, des autorités étatiques et de leurs partenaires le plus loin. Nous avons libéré aussi les récompenses de la saison dernière. Toutes les équipes qui ont joué sous l'égide de la fédération, qui ont été lauréates d'une compétition ou d'une autre, ont reçu leur prime et récompense pour un montant de 44 500 000, sans compter les autres montants qui ont été libérés. C'est les transports de clubs de National 1 et 2 pour 44 728 000, les transports pour les clubs féminins pour 15 204 000, la prise en charge de la Super Coupe 5 300 000, le tournoi de l'Assemblée 8 millions et la Coupe LFA 15 millions. Nous avons aussi cette semaine avancé 40 millions au titre des frais et honoraires d'arbitrage pour la saison 2016-2017, puisque c'est en décembre qu'on a reçu la facturation globale. Nous comptons l'apurer rapidement. Et l'innovation, c'est qu'à partir de cette saison, nous avons mis en place un dispositif avec l'ADN et la CCA qui consistera à payer directement les arbitres. Au lieu de passer par leurs représentants au sein de la CCA,
Donc, ils seront payés directement à la tâche tous les mois ou tous les 2 mois. Ils passeront ici à la caisse, à la DNA et à la comptabilité sur la base des fiches qui sont établies par la CCA et par la DNA pour prendre leur rémunération en termes d'honoraires et de transport. Donc, c'est une innovation qui, on l'espère, facilitera la prise en charge des frais d'arbitrage. Nous avons aussi évoqué la question de la Ligue de Saint-Louis, qui, comme vous le savez, est la seule ligue qui ne fonctionne pas, avec tout ce que ça pose comme désagrément pour cette ligue, qui est une ligue importante de notre football. Et la décision qui a été prise, c'est d'aller très rapidement vers une assemblée générale, mais sur la base du rapport du président de la commission électorale, qui lui-même, lors de la dernière édition de l'assemblée générale, s'était déplacé en vain pour essayer d'organiser cette assemblée générale à Saint-Louis. Sur la base de son rapport qu'il nous laisserons, qu'il va déposer instamment, des dispositions seront prises pour qu'on puisse tenir cette assemblée générale, après préalablement avoir informé toutes les parties prenantes de cette assemblée générale sur le mode d'emploi de cette élection, et chacun devra s'y soumettre et accepter le verdict. Et c'est un moment aussi pour appeler à l'unité l'ensemble de la famille du football saint-louisien. Je pense que si toutes les 13 communes, toutes les 13 ligues régionales fonctionnent et qu'eux ne fonctionnent pas, aujourd'hui les subventions sont libérées, mais nous ne pouvons pas libérer ces subventions-là tant qu'il n'y a pas une équipe de ligue en place, fonctionnelle et renouvelée. Donc ça pose problème, et c'est, je pense, la Ligue qui va en pâtir et qui va être en retard par rapport à ces autres, aux autres ligues du Sénégal. Donc, et globalement, c'est cela qu'il faut dire.